Ce dont je vais vous parler se passe en amont, en réalité, des discriminations proprement... C'est fort. Le micro marche peut-être pas très bien ici. Ici, vous m'entendez mieux là? Ouais. Bon, ce se passe donc en amont des discriminations sur le marché du travail, en amont de ce qu'on appelle discrimination, même si le terme, on en a débattu ce matin par exemple en atelier, la définition du terme n'est pas complètement calée entre les différentes disciplines. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est de division du travail dans la famille, et lien avec les stéréotypes et aussi avec les normes sociales. Alors, je tiens à m'excuser par avance, mais mes diapositives sont en anglais, parce que nous autres économistes, on travaille beaucoup en anglais, et donc, mais bien entendu, je ferai la présentation en français. Donc, la motivation de ce dont je vais vous parler, c'est que, on a l'habitude de parler du gender wage gap, de l'écart de salaire entre hommes et femmes dans tous les pays. En France, selon les méthodes de calcul, mais c'est approximativement 25% d'écart de salaire entre hommes et femmes, 25% du salaire masculin. Ce dont on parle beaucoup moins, on commence à en parler un peu, mais c'est l'écart de temps, d'allocation du temps qui est extrêmement élevé, nettement plus élevé entre hommes et femmes, puisque donc, le gender time gap, il est environ 45% du temps domestique des femmes, et si on rapporte non pas au temps des femmes qui est plus élevé, mais au temps des hommes, c'est 80% du temps domestique, ce qui fait que les femmes en font 80% de plus que les hommes. Alors, ça c'est ce qu'on trouve quand on se rend compte que la répartition du temps domestique entre hommes et femmes, elle est de 64-36. Alors, c'est des chiffres un peu anciens. Il faudrait voir, ça c'était l'avant-dernière enquête. La dernière enquête permettrait de montrer sans doute qu'il y a peut-être un petit point gagné dans l'égalité, mais certainement pas beaucoup plus. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce tableau. Excusez-moi, je commence par quelques chiffres, mais il n'y en aura pas beaucoup. Ce tableau vous montre la façon dont le temps domestique est divisé entre hommes et femmes. Alors, c'est des données, le rapport date de 2004, donc c'est des données qui tournent autour de 2000. Mais encore une fois, les choses changent très peu dans ce domaine. Et donc, vous pouvez voir les chiffres en rouge que vous voyez. C'est la France, donc 66-34. Les femmes font 66% du travail domestique, faisaient dans l'avant-dernière enquête, et les hommes 34%. Ce que vous voyez, c'est que... Voilà, ici. Le pays le plus égalitaire, c'est la Suède, pas de surprise, mais même dans un pays très égalitaire comme la Suède, le partage des tâches, c'est quand même 60% pour les femmes, 40% pour les hommes, ce qui est une différence qui est loin d'être négligeable. Il se trouve que dans cet ensemble de pays, alors je vais peut-être pas rentrer dans les détails des pays, il y a 11 pays, donc il se trouve qu'il y a peu de pays d'Europe du Sud où il n'y en a même pas. Il n'y a pas la Suède, il n'y a pas, l'Espagne, il n'y a pas l'Italie, il n'y a pas la Grèce, dans lesquels la répartition est encore plus inégalitaire qu'elle ne serait trouvée pour la France. Mais vous voyez que dans tous les pays, en fait, on retrouve à quelques pourcents près le même schéma, de façon plus ou moins accentuée, mais de façon absolument systématique. Alors, certains économistes vous diront c'est pas grave. Hammermesh, par exemple, dira c'est pas grave parce que finalement, en temps total, sachant que les femmes travaillent plus en travail domestique mais moins en travail marchand, en temps total, vous diront-ils, pour certains en tout cas, le temps de travail total est le même. D'une part, c'est faux, et on voit bien sur ce schéma qu'à part, alors justement, quelques pays, comme les pays égalitaires, qui sont ici entourés d'un rond rouge, c'est-à-dire la Suède, la Norvège,
où les femmes en font autant au total, hein. C'est-à-dire que ces chiffres-là vous donnent le nombre d'heures et de minutes dépensées de temps de travail total par jour. D'accord ? Ce sont pour toutes les femmes et les hommes âgés de 20 à 74 ans, donc, dans tous ces pays. Donc, en dehors de la Suède et de la Norvège, ou même en Suède, les femmes en font un tout petit peu moins que les hommes, 4 minutes. Hein. Sinon, la Norvège, elles en font exactement la même chose, à 1 minute près. Dans tous les autres pays, eh bien, les femmes travaillent plus longtemps que les hommes. C'est le cas en temps total, hein, si on ajoute le temps domestique et le temps de travail marchand. Bon, c'est le cas en France. C'est le cas en premier bouton. C'est le cas en France, qui est ici, hein, où les femmes, au total, font 6h47 de travail total, donc, et les hommes 6h09, bon, 40 minutes quand même, hein, par jour, c'est pas du tout négligeable. Et dans la plupart des autres pays du monde, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'au total, les femmes travaillent plus. Voilà. Et bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, bien entendu, ces inégalités dans la répartition du travail, indépendamment du fait qu'elles travaillent plus ou moins, a des conséquences évidemment très importantes. Hein. Et bon, c'est pas vous que j'aurais besoin de convaincre que les principales conséquences de cet état de choses, de cette inégale répartition des tâches entre les genres, eh bien, interagit de façon importante avec la situation des femmes sur le marché du travail, bien sûr, mais d'une façon très générale dans la société, dans tous les aspects de la vie sociale. Bon, ça implique en particulier, où ça va avoir comme conséquence des inégalités de salaire, de taux de salaire, des inégalités dans les revenus du travail, puisque de nombreuses femmes, s'il y a une inégalité de temps de travail marchand, ça va se traduire par des inégalités de revenus du travail, bien entendu, dans le pouvoir de négociation dans la famille, dans les risques de pauvreté, en particulier en cas de divorce, etc., etc. La liste est extrêmement longue et ce ne sont que quelques exemples. Alors, l'idée de cette présentation, c'est d'essayer de trouver des explications. Et ce dont je vais vous parler plus particulièrement, c'est d'une expérimentation, d'une expérience que nous avons menée avec 2 collègues dont je vais parler un peu plus tard. C'est essentiellement là-dessus que reposera ma présentation, sur une expérimentation sur les stéréotypes de genre. Voilà. Mais avant de parler de cette expérience, eh bien, je vais essayer de vous parler des explications que donnent les économistes à cette division du travail, cette inégale division du travail qui résiste. Hein. On dit que le gender gap, les inégalités de salaire résistent, mais la division du travail résiste, je dirais, encore plus d'une certaine façon dans le temps. Alors, comment les économistes expliquent-ils cette division du travail ? La première explication, celle qui est la plus courante dans les modèles, hein, quels que soient les modèles d'ailleurs, c'est celle de la Pareto-optimalité. Hein. Les couples, les familles atteignent des allocations, des répartitions et de consommation et de travail dans laquelle aucun... bon, je ne sais pas si je dois rappeler la définition, mais peut-être quand même, hein, aucun membre du couple, aucun partenaire ne peut améliorer sa propre situation, sauf aux dépens de l'autre. C'est ça la définition usuelle. Hein. Et il se trouve que cette idée de Pareto-optimalité, c'est un instrument très puissant dans les modèles économiques, y compris empiriquement. Par exemple, la plupart des modèles de décision familiale, dont je n'ai pas le temps de vous parler là,
eh bien, en ce qui concerne la consommation, presque toujours, eh bien, elle est empiriquement confirmée, cette question de Pareto-optimalité. Alors, les modèles de famille, ça commence avec le modèle de Becker, qui a été le premier à essayer de modéliser la fonction de production domestique, par exemple, avec des hypothèses qu'on peut contester, bien entendu, sur les productivités relatives des hommes et des femmes, qui l'ont été par la suite, qui ont été très largement modifiées et améliorées, jusqu'au modèle récent qui suppose qu'il y a deux personnes, enfin, qui reconnaissent l'idée qu'un couple ou une famille s'est formé en particulier de deux personnes, chacune ayant ses propres préférences qu'elle essaye de faire valoir autant que possible, et dans laquelle donc il y a des conflits, il y a des négociations, il y a un pouvoir de négociation, etc. Ça, c'est la dernière génération de modèles, mais tous, ou presque, font l'hypothèse qu'il y a Pareto-optimalité des décisions. Alors, comme je viens de vous le dire, cette Pareto-optimalité, elle est assez souvent, elle est presque toujours vérifiée dans le cadre de la consommation, mais elle est beaucoup plus problématique, elle est beaucoup moins clairement, elle est plus souvent réfutée, on va dire, du côté de la production. Un modèle de famille, il y a un aspect consommation, puis il y a l'aspect production, qui est la production domestique, par exemple pour les familles occidentales, à laquelle on peut s'ajouter de la production marchande pour des familles agricoles, par exemple. Donc, un certain nombre d'études, comme Udry, Duflo-Udry, je les cite, Hershey-Stratton, par exemple, ou les articles là que je cite ici, tous ces articles montrent que c'est plus problématique de supposer qu'il y a efficience. Alors vous allez voir en quoi c'est important concernant la production. Alors peut-être d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, efficience du côté de la production ? Ça veut dire qu'on va minimiser les coûts de production, et en particulier les coûts de production domestique. Qu'est-ce que ça implique ? Il y a une conséquence immédiate, c'est que là, la partenaire qui a le coût de production le plus faible, le coût du temps le plus faible, et en supposant évidemment qu'il y a substituabilité du temps de l'homme et de la femme dans la production domestique, en supposant qu'il y a productivité, qu'il n'y a pas d'écart de productivité, eh bien, c'est le partenaire qui a le coût du temps le plus faible, la partenaire, en pratique le plus souvent, donc celle qui a le salaire le plus faible. Et donc, on sait bien qu'en moyenne, en règle générale, c'est plutôt la femme. Eh bien, c'est elle qui va travailler moins sur le marché et plus à la maison, tout simplement parce que son temps étant le moins cher, eh bien, c'est celui dont le salaire est le plus élevé, qui est en général l'homme, qui a intérêt à ramener, évidemment, le plus d'argent en travaillant plus longtemps sur le marché. Donc, voilà une des bases, l'efficience figure comme une des bases. En tout cas, c'est celle qui est avancée traditionnellement, une des bases de la division du travail dans la famille. Donc, les hommes plus sur le marché du travail. Autrefois, c'était même entièrement la spécialisation. Maintenant, c'est une spécialisation plus relative, où les hommes sont plus sur le marché du travail. Les femmes sont plus à la maison. Et on se retrouve avec, éventuellement, à la fin, une répartition des tâches, une répartition du travail, qui est celle que je vous ai montrée. En tout cas, c'est l'explication en termes d'efficience. Alors, elle n'est pas dénuée de fondement, cette explication, et elle n'est pas dénuée d'intérêt. Juste une remarque, donc Becker faisait l'hypothèse, en plus, par exemple dans son Treatise on the Family, que compte tenu de leur éducation,
Les petites filles, on leur apprend à faire de la couture, la cuisine, etc. Et donc, compte tenu de l'éducation différenciée des filles et des garçons, ça renforçait les écarts de productivité ensuite entre hommes et femmes et naturellement, s'il y a des écarts de productivité en faveur des femmes, si les femmes sont plus efficaces en plus à la maison, ça renforce bien entendu la division du travail, la spécialisation, même relative, dans la division du travail homme-femme. Alors, empiriquement, qu'en est-il? Empiriquement, on montre effectivement qu'on ne peut pas rejeter d'un revers de main le modèle d'efficience. Grosso modo, assez largement, dans une certaine mesure, je ne sais pas trop comment dire, parce que les économistes disent, bon, on explique 20%, on est très content. Pour les sociologues, évidemment, ou d'autres, ils trouvent que c'est très insuffisant, en quoi ils ont parfaitement raison, bien entendu. Mais en tout cas, ça marche un peu. C'est-à-dire que la division du travail, effectivement, réagit bien aux différences d'éducation, aux différences de salaire. Quand le salaire homme-femme diminue, quand les hommes en font plus, les femmes en font moins. Donc c'est un modèle qui n'est pas dénué d'efficacité explicative. Bon, mais il n'est pas il est loin d'être complètement satisfaisant aussi. Alors pourquoi est-il loin d'être complètement satisfaisant? Pourquoi n'a-t-on pas fait loin de là le tour de la question? C'est qu'on montre par exemple, il y a des exemples très évidents de réfutation de l'efficience. Et l'exemple le plus évident de réfutation de l'efficience, c'est que plusieurs études du côté de la production, et en particulier de la division du travail, c'est que de nombreuses études montrent maintenant que même si quand la femme a un salaire élevé, il est en général, même pas toujours, ça dépend des études, mais en général, on montre que dans ce cas-là, effectivement, l'homme en fait plus. Le mari d'une femme qui a un salaire élevé, et en particulier un salaire plus élevé qu'elle, le mari de cette femme en fera plus à la maison, et elle en fera moins, et d'ailleurs elle en fait beaucoup moins que lui n'en fait plus, entre parenthèses. Eh bien, il n'y a jamais, ou pratiquement jamais, de renversement des rôles. Ce que prévoirait le modèle d'efficience s'il s'appliquait rigoureusement et sans écart de productivité, bien entendu. Le modèle d'efficience voudrait l'homme travaille à un salaire moins élevé, sa femme a un salaire plus élevé, c'est lui qui est à la maison le plus souvent et c'est elle qui est sur le marché le plus souvent. Mais ça bien entendu, on ne le voit pas dans les chiffres. Voilà. Donc, ça veut bien dire que le modèle d'efficience ne suffit pas, loin de là, à expliquer la division du travail dans la famille. Alors, quelles sont les autres explications et je me limiterai là aux explications des économistes, que les économistes peuvent intégrer dans leur modèle. Donc, les sociologues savent bien qu'il y a des rôles sociaux. Ça, nous ne sommes pas trop naïfs, pas complètement naïfs, nous autres économistes. Et bien entendu, ils ont raison. Il y a des explications sociologiques en termes de doing gender. Alors, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Renforcer les rôles de genre. Enfin bon. Moi, je me contenterai des explications compatibles d'une certaine façon avec les modèles économiques. Mais je crois que c'est important aussi, chacun, d'essayer de voir dans sa discipline comment on peut expliquer et modéliser ce type de phénomène. Alors, première explication de cette inégalité dans la division du travail, celle qu'on donne, c'est celle de Becker, des écarts de productivité qui compenseraient les écarts de salaire. Bon, alors, du temps encore des années 80, on pouvait dire oui, dans les années 70-80, on pouvait dire oui, c'est important, la qualification est très importante dans les tâches domestiques. Il y avait des qualifications en couture, en repassage, que sais-je.
Aujourd'hui, avec les équipements, les biens durables, les machines, c'est beaucoup moins facile de défendre l'idée qu'il y aurait une plus grande productivité à appuyer sur le bouton on de l'aspirateur ou de la machine à laver. Donc, partons du principe qui me paraît assez, on peut en discuter, mais enfin assez raisonnable, qu'il n'y a pas de différence de productivité entre hommes et femmes dans la production domestique. Alors, à part ça, comment on peut traiter le problème? Eh bien, on peut éventuellement partir de différences dans les préférences individuelles en ce qui concerne le travail domestique, donc les préférences directes. Les hommes aiment bien, les femmes aiment repasser, les hommes n'aiment pas ça. Bon, là encore, ça paraît assez limité comme explication. Bon, il y a l'explication en termes de préférences indirectes, les normes sociales. Alors, je m'aperçois que le temps passe et que j'ai absolument pas le temps de rentrer dans les détails. Donc, ce sur quoi je vais plutôt insister, c'est ces deux aspects, les normes sociales ou bien les stéréotypes, que je définirais au sens de fausses croyances. Il y a beaucoup de manières de définir les stéréotypes, mais je crois que les fausses croyances, c'est un outil assez puissant. Donc tout le monde croit, et on se trompe, que en moyenne, les femmes sont plus capables que les hommes de faire du travail domestique et de s'occuper des enfants. Bon, alors je vais peut-être passer très vite. Donc je vais me baser essentiellement sur une expérience donc réalisée par, je vais laisser tomber le premier papier qui était une modélisation théorique. Je vais me focaliser sur le deuxième, une expérience qu'on a réalisée avec Hélène Coupry de Cergy-Pontoise, Elisabeth Cudeville qui est ma collègue à Paris 1, sur une expérience de travail domestique. Donc ça je laisse, voilà, c'est bon. Alors l'idée c'était justement de différencier les différentes explications que je vous ai proposées dans les modèles économiques en faisant une expérience avec des vrais couples, c'est-à-dire on vérifie, ce sont des gens qui vivent ensemble depuis, on essaye de vérifier dans la mesure du possible, on a pris un homme et une femme qui étaient censés vivre ensemble depuis au moins 2 ans. Et donc, on regarde dans quelle mesure ils dévient de l'efficience dans la production domestique et on essaye d'expliquer pourquoi ils le font, sachant qu'une grande difficulté de tester les modèles de production domestique, c'est qu'on ne mesure pas la output, on ne mesure pas le niveau de production de la production domestique, on ne sait pas faire et on ne sait pas mesurer non plus les inputs par chambre. Donc là, on se donne tous les instruments pour faire des mesures de productivité précisément qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle. Alors, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, une fois qu'on a mesuré la productivité de chacun, eh bien, on peut faire en sorte de les inciter à partager de façon efficace et voir s'ils le font vraiment. Et une fois qu'on a vu qu'ils ne le faisaient pas, et effectivement, ils ne sont pas efficients, essayer d'expliquer pourquoi. Alors, je passe là sur la littérature, sur les différences, l'expérimentation en matière de différences de genre. Il y en a beaucoup dans tout un tas de domaines, le marché du travail, l'aversion au risque, etc. Il y a aussi toute une littérature de psychologues plutôt sur les stéréotypes de genre, la menace du stéréotype. Bon, je passe parce que je n'ai pas du tout le temps d'approfondir, mais vous pourrez me poser des questions, bien entendu. Donc, ce qu'on a fait dans cette expérience, on a imité la répartition du travail pour des tâches qui sont très genrées, avec 2 traitements, un traitement donc de tâches stéréotypées et un traitement de tâches neutres. Et pour les tâches stéréotypées, on a choisi une tâche traditionnellement féminine qui est relative au linge, et cette tâche, c'était de trier des chaussettes. Et pour la tâche masculine, on a aussi choisi une tâche stéréotypée masculine, c'était du bricolage, et donc on a fait à tout le monde serrer des équerres entre elles. Voilà, je vous montre, voilà pour les chaussettes. Ça, c'est les 2 paires de chaussettes sorties du panier dans lequel il y avait des paires et des chaussettes isolées, bien sûr. Et voilà pour les équerres, on leur faisait serrer des équerres, voilà. Donc 4 équerres à serrer en 2 avec 4 boulons.
Alors, l'idée, c'était de comparer les décisions qu'ils prennent en tant que couple, bien sûr, entre les deux tâches. Les tâches stéréotypées, d'un côté, il y avait des sessions stéréotypées, et puis des sessions neutres, dans lesquelles on les faisait insérer des feuilles de papier dans des enveloppes, et puis écrire, noter des numéros de téléphone dans une liste de numéros. Et donc, c'était d'autres sessions qui étaient neutres. Et l'idée, c'était à la fois de les mettre dans une situation dans laquelle l'efficacité, l'efficience implique de répartir le travail suivant l'avantage comparatif ricardien, j'en dirai un mot, et plus précisément de comparer leurs décisions quand ils font des tâches neutres et quand ils font des tâches stéréotypées. Voilà, et il y avait en outre des questionnaires pour savoir pourquoi ils n'avaient pas été efficaces d'une certaine façon dans les deux cas. Alors je passe le modèle théorique, je montre très rapidement qu'il y avait en fait 8 solutions possibles dans lesquelles on faisait varier le salaire. Alors on rémunérait le temps une fois qu'ils avaient fini de travailler, séparément pour l'homme, pour la femme, avec des salaires différents. Et on calculait les salaires au fur et à mesure de l'expérience, enfin au début de l'expérience, après avoir mesuré leur productivité, de manière à ce qu'ils tombent dans 3 situations efficientes. Soit ces 3 situations efficientes, c'était celle-ci. Premier régime, il était efficient que l'homme FFT, que la femme fasse tout. Donc, lui devait ne rien faire, être payé à ne rien faire d'une certaine façon, et elle devait tout faire. C'était là, comme ça qu'ils maximisaient leur gain, puisque une expérience, vous savez qu'en économie, les couples, enfin les participants reçoivent des gains, et bien entendu, leurs gains dépendent, en l'occurrence, de leur efficacité. Donc, premier cas, elle doit tout faire pour qu'il gagne le maximum. Deuxième cas, c'est lui qui doit tout faire pour que le couple gagne le maximum. Et troisième cas, c'est la spécialisation totale. Il doit faire les tâches dans lesquelles il est relativement le plus rapide et elle doit faire les tâches dans lesquelles elle est relativement la plus rapide. Voilà, donc ça c'était le design de l'expérience. Bon, alors je vais passer directement au résultat parce que... 3 minutes. Oui, c'est pour ça. Je vais passer directement au résultat. Voilà, donc chaque couple passait 3 fois, de manière à obtenir les 3 situations, dans les 3 situations que je viens de décrire. Donc 2 types de tâches. Dans une première étape, on mesurait leur productivité individuelle séparément, les hommes dans une salle, les femmes dans l'autre, comme ça ils ne se voyaient pas. Pour certains, on les informait de la productivité, de l'efficacité de l'autre, pour d'autres non, de manière à voir l'effet de l'information sur le résultat. Et voilà. Donc, on leur disait bien que c'était le couple qui était payé à la fin. Voilà, je passe parce que j'ai pas le temps. Malheureusement, j'ai pris beaucoup trop de temps au début. Les questionnaires, donc c'était des informations sur leurs croyances, justement pour tester le stéréotype, croyances sur leur propre productivité et la productivité de leurs partenaires. Deuxième questionnaire, c'était plutôt le traitement sur la menace de stéréotypes. Et le troisième questionnaire, c'était sur leurs préférences. Quelles tâches ils avaient aimé ou pas aimé, ils aimaient pas. Donc on pouvait comme ça regarder les différentes explications traditionnellement apportées. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on attendait comme résultat? Bien sûr que on s'attendait, on espérait trouver plus de déviations dans l'efficient par rapport au choix efficient dans les stages, pour les stages stéréotypés, pour les sessions stéréotypées par rapport aux sessions neutres, et que on s'attendait bien entendu à ce que la déviation soit dans le sens du stéréotype. Si ça avait été dans l'autre sens, c'était pas très intéressant. Voilà. Et alors, c'est bien ce qu'on trouve. Donc la déviation de l'efficience, voilà, c'est dans le sens du stéréotype. Et enfin, on voulait regarder donc les raisons pour lesquelles ils avaient dévié plus dans le cas des sessions stéréotypées, si c'était une raison de préférence, de stéréotype au sens où je l'ai défini, ou de normes sociales. Donc,
je vais quand même un peu détailler les résultats. On obtient bien ce qu'on attendait, c'est-à-dire que les couples dévient beaucoup sensiblement plus, très sensiblement plus, significativement plus dans le cas des tâches stéréotypées que dans le cas des tâches neutres. Ils dévient bien dans le sens du stéréotype et non pas dans l'autre sens. Et on verra que on peut éliminer l'idée des préférences. C'est pas parce qu'ils préfèrent faire telle ou telle tâche qu'ils s'écartent du stéréotype. Donc il reste vraiment les stéréotypes et les normes sociales. Donc ça, je passe. Je vais vous donner directement les résultats. Donc là, on a eu 81 couples finalement, partiellement à Paris, partiellement à Cergy. Donc voilà la répartition entre informés et non informés. 41 neutres, 41 sessions neutres, 40 sessions stéréotypées. Alors voilà les premiers résultats. C'est-à-dire que ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les pourcentages. Et vous voyez que sur le neutre, quand il y avait un traitement OFT, c'est-à-dire la spécialisation, l'efficience, c'était l'homme fait toute une partie des tâches et la femme fait l'autre partie, c'est-à-dire mettons les équerres l'une et les soquettes l'une, les chaussettes et les équerres l'autre. Eh bien, sur les tâches neutres, ils sont efficients à 75%. Alors que sur les tâches stéréotypées, ils ne sont plus efficients qu'à 48%. Donc il y a une grande chute de l'efficience quand on passe des tâches neutres aux tâches stéréotypées dans la spécialisation. Les couples, c'est le couple. Le couple est efficient à 75% pour les tâches neutres, alors qu'il ne l'est pas, il ne l'est qu'à 60% pour les tâches stéréotypées. À 60%, pardon, j'avais dit 75%. Quand c'est la femme qui fait tout, on retrouve une grosse différence, c'est là qu'il y a la différence la plus forte. Sur les tâches neutres, alors ils sont moins souvent efficients, ils ne sont efficients que dans la moitié des cas, mais quand c'est stéréotypé, là c'est un quart des cas. Donc il y a une grosse chute d'efficience là encore pour femme fait tout. Alors j'ai mal dosé mes effets parce que c'est homme fait tout, c'est là qu'il y a le moins de différence. Mais il y en a toujours une, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus efficients qu'à 20% des cas, mais encore moins 15% quand c'est les tâches stéréotypées. Donc on trouve systématiquement, et d'ailleurs de façon, je vais passer ça, de façon significative. Alors les économistes aiment beaucoup vous mettre des tests avec des étoiles. Alors plus il y a d'étoiles, mieux c'est. Il y a des étoiles, on est content. Et donc ça veut dire qu'il y a bien significativement une différence entre les tâches neutres et les tâches stéréotypées. Un mot de conclusion. Bon, un petit mot de conclusion. Donc, alors, en conclusion, j'ai rien le temps de vous montrer, malheureusement. Je pensais que voilà. En conclusion, la raison, ce n'est pas les préférences, parce que on s'aperçoit que les hommes préfèrent en fait, ont des préférences beaucoup plus affirmées entre les tâches neutres. Ils détestent les enveloppes, on ne sait pas pourquoi. Là, on était assez surpris. Donc, ils préfèrent beaucoup les téléphones. Et malgré ça, c'est pas dans les tâches neutres qui sont efficientes. Donc, on peut éliminer les préférences dans cet écart à l'efficience. On s'aperçoit que l'information joue un rôle. Et ça, c'est ce qu'on attendait. Parce que quand il y a information, il y a moins d'écart à l'efficience. Donc, ça veut dire que le stéréotype probablement joue un rôle. Il croit que les femmes sont performantes dans tel ou tel aspect. C'est que quand on leur donne les chiffres de leur efficacité réelle, ça joue un rôle, ça modifie les choix. Donc, très probablement, les stéréotypes sont la cause principale avec les normes sociales du résultat qu'on trouve. Voilà, alors peut-être un petit mot de conclusion. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Voilà, et j'arrête là et je vous remercie de votre attention.